Le ciel de New York, un tapis d'azur criblé de gratte-ciel scintillants, se fissura sans un bruit. Pas un tonnerre, pas un éclair, juste une déchirure silencieuse, une plaie béante d'obscurité tourbillonnante qui s'ouvrit lentement au-dessus de l'Empire State Building. Les lumières des taxis et des enseignes néons vacillèrent, puis s'éteignirent. Un silence assourdissant tomba sur Manhattan, un silence plus terrifiant que n'importe quel cri. Puis, l'horreur. Des bribes de réalité déformée traversèrent la faille spatio-temporelle, des échos de mondes inconnus, des fragments d'architecture cauchemardesque se matérialisant et disparaissant en un clin d'œil. L'air devint froid, saturé d'une odeur métallique et d'une panique naissante qui se propageait comme un virus. La faille pulsa, aspirant l'énergie des immeubles, les faisant gémir et se tordre comme des géants blessés. Au milieu de la foule figée sur Times Square, un garçon de 12 ans, Léo, sentit la chaleur monter en lui, une énergie ardente et incontrôlable. Ses yeux, d'habitude noisettes, prirent une teinte dorée incandescente. Ses pouvoirs solaires, si souvent une bénédiction, se manifestaient maintenant comme une force brute et désespérée. Il leva les mains, la lumière jaillissant de ses paumes, projetant des rayons dorés vers l'abîme béant. Mais la faille ne bronchait pas, elle se dilatait, un vortex insatiable qui commençait à aspirer des véhicules, des lampadaires, et même des portions de bitume, les engloutissant dans une distorsion violacée. Léo s'arc-bouta, chaque fibre de son être criant sous l'effort. Sa lumière vacillait, luttant contre la force primordiale qui déchiquetait la ville. Il n'était qu'un enfant face à une entité venue du vide, une entité qui ne répondait à aucune loi connue. Le destin de New York, peut-être du monde, reposait sur ses frêles épaules, mais le doute commençait à s'installer. Même toute la puissance du soleil qu'il portait en lui serait-elle suffisante pour refermer cette blessure dans le tissu même de l'univers? Ou serait-il, lui aussi, consumé par l'abysse? Le sol trembla sous ses pieds, et les fissures dans la réalité s'agrandirent, menaçant de l'avaler. L'abîme s'ouvrait, dévorant le ciel et les gratte-ciel, et Léo sentit une panique glaciale s'insinuer en lui. La faille n'était pas seulement une déchirure dans l'espace, elle était une ventouse aspirant la vie même de la réalité. Mais au lieu de céder, une rage froide monta en lui. New York, sa ruelle préférée, le brouhaha de ses marchés, les néons qui clignotaient. Il refusa que tout cela soit anéanti. Il poussa un cri rauque, non pas de peur, mais de pure détermination. La lumière jaillissant de son corps se transforma en un brasier aveuglant, si intense que les fenêtres des immeubles voisins explosèrent. Les plaques de bitume arrachées au sol s'évaporèrent avant même d'atteindre le vortex. Léo ne pensait plus. Il était astérisque le soleil. Des torrents de plasma doré s'échappèrent de ses paumes, non plus en rayons, mais en véritables colonnes d'énergie pure qui percutèrent la faille. Le vortex, cette entité venue d'ailleurs, parut hésiter. Il répondait à la violence par la violence, crachant des éclairs d'énergie noire qui s'enroulaient autour de Léo, le mordant, menaçant de le consumeur. Chaque cellule de son corps hurlait de douleur, mais Léo serra les dents. Il imagina la puissance du soleil, non pas lointaine, mais logée dans sa poitrine, battant comme un second cœur. Il arracha l'énergie du sol sous ses pieds, de l'air qu'il respirait, des atomes même de la ville, tout ce qu'il pouvait absorber pour alimenter sa fureur solaire. L'affrontement était titanesque. Des ondes de choc se propagèrent à travers la planète, ressenties aux quatre coins du globe comme un séisme d'une ampleur inédite. Au-dessus de New York, le vortex se tordait, luttant contre la lumière inextinguible de Léo. Lentement, agoniquement, la faille commença à se refermer. Elle se rétracta, ses bords déchiquetés se rapprochant, les éclairs se faisant moins intenses, la couleur pourpre s'estompant. Avec un dernier rugissement, Léo déversa toute l'énergie qui lui restait, une supernova miniature éclatant autour de lui. La faille émit un gémissement strident, une déchirure cosmique s'inversant. En un flash aveuglant, elle se referma, laissant derrière elle un ciel encore fumant, mais intact, et une ville dévastée mais sauvée. Léo s'effondra, son corps d'enfant épuisé, vidé de toute énergie. La lumière dorée s'estompa, et il retomba dans les bras du sommeil, un sauveur silencieux et oublié, mais dont l'acte avait réécrit le destin non seulement de New York, mais d'une bonne partie de la planète, protégée d'une menace venue du vide. La Terre avait été témoin du pouvoir d'un enfant, et le soleil avait trouvé un champion inattendu. Le silence qui suivit fut aussi assourdissant que le fracas précédent. La panique qui avait saisi New York se transforma en une incrédulité muette. Le ciel au-dessus de l'Empire State Building, autrefois déchiré par la faille, était maintenant d'un bleu pâle,
traversée seulement par de fines volutes de fumée. La ville était un champ de ruines, mais elle était là, toujours debout, miraculeusement tirée du bord de l'anéantissement. Le réveil difficile. Quand Léo se réveilla, ce n'était pas dans un lit douillet, mais sur un matelas de fortune, dans une tente de campagne installée au cœur de Central Park. Le parc, épargné par la destruction directe, était devenu un refuge improvisé pour les survivants. Des médecins et des bénévoles s'affairaient autour de lui. Son corps était endolori, chaque muscle hurlant de fatigue, comme s'il avait soulevé le monde. Mais l'épuisement n'était rien comparé à la sensation étrange qui l'habitait. Une absence totale d'énergie comme si le soleil intérieur qui l'avait toujours nourri s'était éteint. Ses yeux, d'habitude si vifs, étaient ternes, le doré ayant disparu. Les jours qui suivirent furent un tourbillon. Léo fut examiné, interrogé. Les scientifiques et les agences gouvernementales, d'abord sceptiques, durent se rendre à l'évidence. Cet enfant avait fait l'impossible. Les relevés énergétiques, les témoignages, la nature même de la catastrophe évitée pointaient tous vers lui. Il devint malgré lui une figure emblématique, le garçon soleil un héros improbable dont le visage apparut sur toutes les chaînes d'information. On le félicitait, on l'étudiait, mais personne ne comprenait vraiment la solitude de son nouveau fardeau. Il avait sauvé le monde, oui, mais à quel prix? Ses pouvoirs, autrefois si puissants, semblaient avoir disparu, le laissant vide, ordinaire. Une nouvelle normalité. New York entama sa lente reconstruction. Les cicatrices de la faille étaient profondes, des quartiers entiers dévastés, des monuments emblématiques abîmés, et un traumatisme collectif qui marquerait à jamais ses habitants. Mais au milieu des décombres, une force nouvelle émergea celle de la solidarité. Les gens s'entraidaient, des ponts de fraternité se reconstruisaient plus vite que les immeubles. Pour Léo, la vie ne serait plus jamais la même. Fini l'anonymat, l'école, les jeux insouciants. Sa famille était soulagée, mais aussi dépassée par la situation. Léo, lui, se sentait étrangement déconnecté. Le fardeau de ses actions pesait lourdement. Il n'était plus le même garçon, ni même l'enfant porteur du soleil. Il était maintenant un survivant, un sauveur, mais aussi un jeune homme en quête de sens, luttant pour comprendre sa place dans un monde qu'il avait lui-même changé, et qui, désormais, attendait toujours plus de lui. Le poids du silence et l'écho solaire. Les semaines se transformèrent en mois, et la vie de Léo, le garçon soleil, prit une tournure étrange. L'excitation médiatique finit par s'estomper, remplacée par la longue et ardue tâche de la reconstruction. Léo, lui, restait sous surveillance. Des scientifiques du monde entier venaient l'examiner, des instruments sophistiqués tentant de détecter la moindre trace d'énergie solaire en lui. En vain. Son corps d'enfant était redevenu un corps d'enfant, sans aucune once de la puissance qui avait jadis brûlé en lui. Il était vide une étoile éteinte. Pourtant, le monde continuait de le percevoir comme un miracle ambulant. Les caméras ne l'importunaient plus quotidiennement, mais son visage était omniprésent dans les manuels scolaires et les musées nouvellement dédiés à l'événement du Grand Vortex. Léo se sentait de plus en plus isolé, piégé entre le héros qu'il était censé être et l'enfant ordinaire qu'il était redevenu. Il s'ennuyait, se sentait incompris. Comment expliquer aux adultes qu'il n'avait plus de pouvoir, quand eux-mêmes refusaient de croire qu'il en avait eu? Un soir, alors qu'il se tenait seul sur le balcon de l'appartement temporaire où sa famille avait été relogée, il regarda la lune, pâle et indifférente. Une vague de frustration et de chagrin le submergea. Il tendit la main vers le ciel, espérant, désirant désespérément sentir cette chaleur familière, cette étincelle de lumière. Rien. Mais alors qu'il baissait les yeux, un détail attira son attention. Les lampadaires de la rue en contrebas, un à un, se mirent à scintiller, comme s'ils manquaient d'énergie. Puis, imperceptiblement, ils devinrent plus lumineux, d'une intensité bien supérieure à la normale. Léo fronça les sourcils. Était-ce une simple coïncidence? Il réprima un soupir de déception. Il était fatigué de chercher des signes qui n'existaient pas. Il rentra à l'intérieur, mais le lendemain matin, la nouvelle se répandit dans le camp. Les batteries des équipements de secours, inexplicablement, étaient toutes rechargées à bloc. Les générateurs qui peinaient la veille fonctionnaient désormais à plein régime. Personne n'avait d'explication. Léo, lui, se sentit étrangement alerte. Il regarda ses mains,
sentant un frisson inhabituel. Ce n'était pas la chaleur solaire dévorante d'avant, mais quelque chose de plus subtil, écho lointain de son pouvoir. Une compréhension fulgura en lui. Il n'était pas vide. Ses pouvoirs n'avaient pas disparu, ils avaient évolué. Il n'était plus le soleil fulgurant, il était devenu le capteur l'accumulateur. Il n'émettait plus la lumière, il récupérait magnifiait la redistribuait. Son corps était devenu un conduit, un transformateur d'énergie ambiante. C'était une nouvelle sorte de puissance, moins spectaculaire, plus discrète, mais peut-être bien plus profonde. Il avait sauvé le monde par la force brute, mais pourrait-il maintenant le reconstruire, le réénergiser, sans que personne ne s'en rende compte? Le fardeau restait lourd, mais pour la première fois depuis des mois, un sourire teinté d'espoir éclaira le visage du garçon soleil. Son aventure ne faisait que commencer. L'écho solaire et la visite inattendue. Léo découvrait ses nouveaux pouvoirs par petites touches, discrètes, presque imperceptibles. Il pouvait sentir l'énergie latente dans chaque objet, chaque être vivant, et la diriger, la magnifier. Un téléphone à plat retrouvait sa batterie en quelques secondes passées dans sa main, une vieille radio s'allumait avec une clarté étonnante, et les plantes autour de lui poussaient avec une vigueur inouïe. Il le faisait en secret, observant le monde s'étonner de ces miracles inexplicables. Il était le fantôme bienveillant de New York, un invisible bienfaiteur qui redonnait vie à ce qui était éteint. Mais cette solitude pesait. Personne ne pouvait comprendre ce qu'il ressentait, cette force silencieuse qui le traversait. C'est alors qu'elle apparut. Un soir, alors que Léo s'exerçait à recharger un réverbère défectueux dans une ruelle sombre, une silhouette se matérialisa dans un chuchotement d'air déphasé. Ce n'était pas une apparition brutale, mais une transition douce, comme si elle était passée d'un plan d'existence à un autre. La femme, d'une élégance intemporelle, portait des vêtements fluides aux couleurs changeantes, et ses yeux, d'un violet profond, brillaient d'une sagesse ancienne. « Bonjour, Léo, dit-elle, sa voix douce comme une mélodie oubliée. Je m'appelle Lyra Je viens d'un lieu où les failles spatio-temporelles sont des passages, et où les énergies, comme la tienne, sont comprises et maîtrisées. » Léo recula, méfiant. « Qui êtes-vous? Comment savez-vous mon nom ?» Lyra sourit, un sourire empreint de mélancolie. « J'ai ressenti l'écho de ton acte, la signature énergétique de ta confrontation avec le grand vortex. Une telle décharge, une telle canalisation, c'est unique. Mais tu n'es pas seul dans cet univers. Mon peuple, les chrono sommes les gardiens des équilibres interdimensionnels. Et ton pouvoir, mon jeune ami, n'est pas éteint. Il a simplement évolué, car il est le fruit d'une connexion bien plus profonde que tu ne l'imagines. » Les leçons de Lyra. À partir de ce jour, la vie de Léo changea radicalement. Lyra devint son mentor, son guide silencieux. Elle ne s'installa pas chez lui, n'interféra pas avec sa vie familiale, mais elle apparaissait toujours quand Léo était seul, dans des endroits improbables. Sur un toit, dans un parc désert, au bord de l'East River. Elle commença son enseignement. Lyra ne lui expliqua pas seulement comment recharger des batteries. Elle lui apprit à ressentir les flux d'énergie du monde, la chaleur des foules, le calme des pierres, la tension des structures métalliques. Elle lui montra comment visualiser l'énergie non pas comme une force unique, mais comme un réseau complexe, un tissage dont il était désormais une partie intégrante. Tes pouvoirs précédents étaient une explosion, Léo, expliquait Lyra un jour, alors qu'ils étaient assis au sommet d'un gratte-ciel en reconstruction, observant la ville qui s'activait en dessous. Une réaction à une menace. Maintenant, tu es le catalyseur le chef d'orchestre. Tu ne crées pas l'énergie, tu la magnifie tu la purifie tu la rééquilibre C'est le pouvoir de la renaissance, pas de la destruction. Elle lui enseigna des exercices mentaux complexes, des méditations pour affiner sa perception. Léo apprit à diriger l'énergie non plus avec la force brute, mais avec la précision d'un chirurgien Il put, avec une simple pensée, dissiper un nuage de pollution au-dessus d'un quartier, apaiser une tension électrique dans un réseau,
ou même accélérer la croissance d'une minuscule graine plantée dans un jardin public. Lyra lui parla des autres dimensions, des échos de la faille, et de l'importance de son rôle dans la préservation de l'équilibre ***. Elle lui expliqua que de telles déchirures n'étaient pas toujours des menaces, mais parfois des appels à l'aide, des brèches causées par des déséquilibres profonds ailleurs. Léo comprit alors que son acte de courage n'était pas un simple exploit, mais le début d'une nouvelle existence, celle d'un gardien de la réalité, dont les pouvoirs, autrefois spectaculaires, étaient devenus une force silencieuse et essentielle pour le bien de la Terre et au-delà. Le périple de Léo avec Lyra ne faisait que commencer. Comment Léo utilisera-t-il cette nouvelle compréhension de ses pouvoirs pour aider le monde en silence? Quelles autres menaces interdimensionnelles les chronos pourraient-ils lui révéler? L'éveil du voyageur et l'ombre solaire. Les leçons de Lyra étaient devenues le quotidien de Léo. Il apprenait à manipuler les énergies avec une finesse incroyable, à sentir les moindres déséquilibres. Il pouvait désormais, d'un simple geste, apaiser les tensions dans un réseau électrique, ou même redonner vie à des écosystèmes fragiles. Sa discrétion était sa force, et le monde, sans le savoir, commençait à guérir grâce à lui. Un après-midi, alors qu'il méditait dans un jardin suspendu de New York, Lyra le poussa à aller plus loin. Concentrez-vous sur l'énergie du lieu, Léo. Sentez son histoire, son potentiel. Laissez-vous porter par son flux. Léo ferma les yeux, se plongeant dans la vibration des pierres centenaires, le murmure du vent entre les gratte-ciels. Il sentit une étrange distorsion, une sensation de tiraillement, comme si le temps lui-même s'étirait. Quand il rouvrit les yeux, le jardin avait changé. Les arbres étaient plus jeunes, les bâtiments environnants différents. Un instant de vertige le saisit. Lyra était là, un sourire énigmatique sur les lèvres. « Tu l'as fait, Léo. Tu as effleuré le temps. Ton lien avec l'énergie cosmique te permet de *** déplacer non seulement l'énergie, mais aussi la matière à travers les dimensions spatio-temporelles ***. À peine Léo commençait-il à saisir l'ampleur de cette révélation qu'une alarme stridente retentit dans l'esprit de Lyra. Son visage, habituellement serein, se contracta d'une anxiété palpable. Non, pas déjà. Le ciel de New York, déjà témoin de tant de prodiges, commença à s'assombrir. Mais cette fois, ce n'était pas une faille. Une ombre colossale d'une noirceur absolue, s'étendit depuis les confins de l'espace, non pas vers la Terre, mais directement vers le soleil ***. L'astre, notre source de vie, commença à vaciller, sa lumière diminuant, sa chaleur s'affaiblissant. Une panique primale s'empara des habitants, un froid mordant s'installant dans l'air. Ce sont les nihilus expliqua Lyra, sa voix pressante. Des entités du néant. Elles se nourrissent de la lumière, de l'énergie stellaire. Elles veulent éteindre notre soleil. Léo sentit son propre pouvoir faiblir, son lien avec le soleil s'amenuiser. C'était une sensation terrifiante, comme si sa propre essence était aspirée. Tu ne peux pas les affronter ici, Léo, déclara Lyra, sa main se posant sur son épaule. Pas encore. Tes pouvoirs de déplacement sont ta seule chance. Nous devons fuir. Je vais t'emmener dans un lieu où le temps et l'espace sont fluides, où tu pourras apprendre à maîtriser cette nouvelle capacité sans la menace constante des nihilus. Sans un mot de plus, Lyra saisit la main de Léo. Le monde autour d'eux se déforma, les couleurs s'étirèrent, les sons se tordirent. Ce n'était pas une faille, mais un tunnel de lumière et d'ombre, une spirale vertigineuse qui les emportait loin, très loin de la terre mourante, vers un autre monde, un autre temps, où Léo devrait apprendre à devenir non plus un simple gardien, mais un véritable maître du temps et de l'espace le seul espoir de ranimer le soleil et de repousser les ténèbres. L'adieu muet à la terre. Le tunnel de lumière et d'ombre se referma derrière Léo et Lyra avec un soupir cosmique. Quand la distorsion s'estompa, ils se retrouvèrent sur un plan d'existence où les couleurs défiaient toute description terrestre, où le sol pulsait d'une énergie douce et les étoiles chantaient dans un silence profond. C'était Xylo une dimension lointaine, un refuge des chronos. L'air y était pur, la lumière douce et la menace des nihilus semblaient un lointain cauchemar. Lyra, le visage grave, tourna son regard vers Léo. Nous sommes en sécurité ici, jeune chrono. Mais l'état de ton monde. Sa voix s'étrangla, et elle ferma les yeux, une expression de douleur traversant ses traits.
Léo sentit une oppression insupportable dans sa poitrine. Sans même qu'elle n'ait besoin de dire un mot, il sut. Le lien subtil qu'il maintenait inconsciemment avec sa planète s'était brisé, remplacé par un vide sidéral. Puis, une vision s'imposa à lui, non pas une image claire, mais un écho sensoriel brutal et implacable. Le hurlement silencieux des océans s'évaporant, le grincement des continents se disloquant sous l'implosion du soleil, la lumière de milliards de vies s'éteignant en un instant. Il vit le * Nihilus se repaître de l'astre solaire ***, le réduisant à néant, transformant le système en un cimetière gelé, une coquille vide où l'énergie avait été aspirée jusqu'à la dernière particule. La Terre n'était plus. Léo s'effondra sur le sol étranger de Xylo, le souffle coupé, le cœur brisé. Ses mains, qui avaient jadis canalisé le soleil, étaient maintenant vides de tout pouvoir, vides de tout espoir. Il avait poussé ses capacités à la limite, il avait tout donné, mais cela n'avait pas suffi. La vision de New York, de Paris, de tous ses visages, de tous ses souvenirs, réduits en poussière cosmique, le submergea. Il était un sauveur sans monde, un héros dont l'acte final avait été de fuir. Lyra s'agenouilla près de lui, posant une main réconfortante sur son épaule. « Il n'y avait rien que tu puisses faire, Léo, murmura-t-elle. Les Nihilus sont des forces primordiales, des prédateurs d'étoiles. Ils ne sont pas vaincus par la force brute, mais par l'équilibre et la compréhension. Tu n'es pas responsable de leur passage. Ton rôle, ton chemin, commence maintenant. » Le poids de la survie. Le choc de la perte fut une épreuve plus douloureuse que n'importe quelle souffrance physique. Pendant des jours, Léo resta prostré, hanté par l'image de son monde disparu. Xylo, avec sa beauté étrange, lui semblait être une prison dorée. Il n'était pas un héros qui avait sauvé son monde, mais un rescapé, le dernier vestige d'une humanité éteinte. Lyra lui permit de faire son deuil, mais elle ne le laissa pas sombrer. « Ton soleil est éteint, Léo. Mais d'autres soleils existent, et d'autres mondes, d'autres vies, sont sous la menace des Nihilus. Ton pouvoir de voyage spatio-temporel n'est pas une fuite, c'est un devoir. Tu es le maillon d'une chaîne, le porteur d'un savoir unique sur les énergies du soleil. C'est pourquoi tu as été choisi pour venir ici. Pour apprendre, non pas à prévenir l'inévitable, mais à défendre ce qui peut l'être. » Elle lui montra des cartographies stellaires qui représentaient d'innombrables galaxies, des nébuleuses lumineuses et des étoiles encore vibrantes de vie. Les Nihilus, expliqua-t-elle, étaient une menace universelle. Leur proie était les étoiles, et les soleils étaient leur nourriture. Leur passage laissait des chemins de destruction, des systèmes entiers réduits à des ténèbres froides. Léo comprit que sa douleur était immense, mais qu'elle ne devait pas le définir. Il était un survivant, non par hasard, mais par nécessité. Son entraînement sur Xylo ne serait plus seulement pour maîtriser ses pouvoirs, mais pour honorer la mémoire de la Terre, pour que d'autres mondes ne connaissent pas le même sort. Il devait devenir plus qu'un simple garçon soleil, il devait devenir un gardien interstellaire, capable de naviguer entre les mondes, de puiser dans l'énergie des soleils lointains, et de se dresser contre l'obscurité. Les rythmes de Xylo, la sagesse tranquille de Léo. Sur Xylo, le temps n'avait pas le même poids écrasant que sur Terre. Les cycles solaires de cette dimension étaient longs et doux, et le rythme de vie des chronos, des êtres d'une patience infinie, imprégnait tout. Léo, après le choc de la perte, s'était lentement mais sûrement adapté à cette nouvelle existence. Sa vie quotidienne était celle d'un moine étudiant, empreinte d'une * sérénité et d'une sagesse inattendue * pour son jeune âge. Chaque matin, Léo se levait avec les premières lueurs éthérées qui filtraient à travers les forêts bioluminescentes. Il commençait sa journée par une longue méditation au cœur d'un bosquet d'arbres chantants, apprenant à harmoniser sa propre énergie avec celle de Xylo. Lyra l'avait initié à des techniques de respiration profonde, lui enseignant à sentir le flux et le reflux des énergies cosmiques comme on sent les marées. Ce n'était plus une question de puissance brute, mais des * équilibre et de connexion ***. Ces journées étaient rythmées par des leçons avec Lyra, qui prenaient la forme d'un savoir transmis par immersion plutôt que par des mots. Il parcourait les paysages fluctuants de Xylo, Léo apprenant à lire les * signatures énergétiques * de chaque cristal, de chaque créature, de chaque flux temporel. Il développait une perception au-delà des 5 sens, une conscience de la trame même de la réalité. Il étudiait les étoiles non pas comme des points lointains, mais comme des entités vivantes, des puits d'énergie et de mémoire qu'il apprendrait un jour à traverser.
Il apprenait aussi les car chrono des mouvements fluides et gracieux qui n'étaient pas des combats, mais des danses avec l'énergie, des moyens d'absorber et de rediriger les flux sans effort. Le corps de Léo, autrefois celui d'un enfant terrestre un peu gauche, devint agile, léger, et sa posture même dégageait une calme assurance Le souvenir de la terre perdue demeurait, mais il n'était plus une blessure béante, c'était une profonde cicatrice, une source de motivation silencieuse. Il portait le poids de son monde disparu non pas comme un fardeau écrasant, mais comme une responsabilité solennelle. L'écho humain, l'arrivée de Luna. Un cycle de Xylo, l'équivalent de plusieurs années terrestres, s'était écoulé. Léo, qui avait désormais l'apparence d'un jeune homme d'une quinzaine d'années, était plongé dans un exercice de navigation temporelle, essayant de ressentir les courants du passé et du futur dans une antique cité chrono en ruine. Soudain, la toile énergétique autour de lui frémit d'une manière inattendue. Ce n'était pas l'énergie pure de Xylo, ni la menace vide des Nihilus. C'était un écho familier, une vibration humaine Lyra apparut à ses côtés, son visage habituellement impassible marqué par la surprise. Un passage, un incident. Une signature faible, mais distincte. Ils suivirent l'écho jusqu'à une petite crevasse cristalline, où une lumière scintillait sporadiquement. À l'intérieur, étendue sur le sol irisé, gisait une jeune adolescente, à peine plus âgée que Léo. Ses vêtements étaient déchirés, ses cheveux noirs étaient éparpillés, et son visage, bien que maculé de saleté, révélait une détermination féroce. Elle était inconsciente, mais Léo sentit immédiatement son énergie, chaotique, instable, mais incroyablement vibrante. Elle était humaine comme lui. Lyra se pencha. Elle a traversé une faille résiduelle, probablement un sous-produit de l'événement des Nihilus, mais bien après. Elle vient d'une autre branche du temps, d'une autre terre qui n'a pas connu le même destin. Léo regarda la jeune fille. Ses propres souvenirs de la terre, si vifs et pourtant si lointains, remontèrent à la surface. Il tendit instinctivement la main, non pas pour utiliser ses pouvoirs, mais pour la rassurer, la toucher. Il n'était plus seul. Il y avait une autre étincelle d'humanité dans cet univers vaste et étranger. Le silence et la sagesse de Xylo allaient devoir faire de la place à une nouvelle énergie, une nouvelle quête, et peut-être, un nouveau sens à son existence.